cultiver son jardin, comme disait Voltaire. La robinsonnade, oui. On l'a vécu, ouais, quelque part, on a vécu la robinsonnade. De fabriquer une cabane avec mon mari, avec pour seul outil moderne une tronçonneuse. C'est-à-dire qu'on a appris à entasser des pierres, entasser du bois pour faire du bois cordé, à travailler avec des varlopes, ciseaux à bois. Avec l'autorisation de l'ancien maire, autorisation verbale, parce que nous avons commencé à faire un habitat différent, parce que cabane, pour moi, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Donc je préfère parler d'habitat différent. C'est pas un habitat en parpaing, en laine de verre, et c'est plutôt un habitat sain, dans lequel on a déjà plaisir à vivre dedans. Et vous voyez, je suis heureux de pisser dans la nature. Alors qu'en ville, il faut payer pour pisser. Voilà, vous pouvez faire comme moi. Donc là, je vais utiliser les toilettes sèches. Une toilette à 20 euros. 20 euros, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Donc les toilettes sèches, l'avantage, c'est qu'on économise 50 litres d'eau par jour par personne. 4 personnes, 200 litres d'eau. Et sur une année, ça fait 73 000 litres d'eau. Donc je disais au médecin qu'il pouvait remplir au village 2 fois sa piscine, il n'en revenait pas. Donc voilà, c'est important d'utiliser les toilettes sèches. Une cuillère de sciure, une cuillère de copeaux pour aérer le compost, tout simplement. Et là, je vais aller vider donc les toilettes sèches. Je laisse le couvercle ici et je prends le seau que je vais aller vider. Voilà. Donc voilà comment je fais. Voilà. Ensuite, je prends un petit peu d'eau. Je rince. Voilà. Je remets, je prends un peu de paille pour nettoyer. Donc là, je dis, quand je fais ça, je pratique la merditation ou merdite action. Pendant 13 ans, j'ai dessiné des lotissements. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Donc j'étais dessinateur en bâtiment. Et ici, donc, on a créé un écosite donc, avec Franck, qui s'occupe de lui des jardins, de l'entretien, de tout ce qui est partie maraîchage. Et moi, ici, c'est l'accueil paysan. J'appuie ici, là, c'est dur. J'arrive pas à l'enfoncer. Alors que là, vous voyez comme c'est facile.
c'est les vers de terre qui font tout le travail. Alors quand les buttes sont faites, il ne faut plus marcher sur la terre, sinon on tasse la terre. Et après on paille, aussi là il faudra qu'il remette de la paille, j'ai vu qu'il en a remis là-bas, donc bien paillé pour garder l'humidité, et comme ça il y a besoin d'arroser 3 à 5 fois moins. Donc ça on appelle ça de la permaculture, culture sur butte. Ça c'est très très important, la partie des jardins. C'est pour ça qu'ici c'est aussi un oasis en tout lieu, une oasis en tout lieu de Pierre Rabhi. Ça vous savez ce que c'est les enfants? Ça s'appelle une grelinette. C'est M. Grelin qui a inventé cette grelinette. Donc voyez ce que je fais. Voyez ce que je fais là. J'aère la terre. L'avantage, c'est que le problème de la charrue ou de la bêche, c'est ce qui est dessous, on le met dessus, donc on perturbe tout l'écosystème. Alors que là, l'avantage, c'est qu'on aère la terre. Et, vous voyez, comme et puis en plus, on se fait pas mal au dos. Vous voyez, c'est agréable à faire. Hein. Et puis là-bas, on peut ouvrir là-bas et ça aère pour que ça fasse un... Alors ici, bon, c'est un jardin d'hiver. Comme je dis, ici, on mange et on chie bio. Donc on utilise les toilettes sèches et on mange bio. Alors mon rêve, c'est que des écosites, il y en ait tous les 10 km, qu'on puisse aller à pied ou à cheval. C'est-à-dire que dans chaque commune, il devrait y avoir, comme je propose pour le réseau Permis de Vivre, des zones éco-constructibles. Puisqu'il y a des zones constructibles, des zones non constructibles, des zones artisanales, des zones industrielles, pourquoi pas faire des zones éco-constructibles où on utilise bien sûr les toilettes sèches, phytoépuration, qu'on ne demande pas bien sûr au réseau s'ils sont trop loin aux mairies, bien sûr, pour être autonome, ça c'est très important, avec une charte éthique, esthétique, parce que comme je dis, pour moi l'écologie, c'est pas le misérabilisme. Il faut qu'il y ait la beauté, la grâce et le raffinement. Ça c'est très important de pouvoir montrer de belles choses. Comme je dis, ici on n'a pas de télévision, on a fait le choix de ne pas avoir de télévision. Le poêle, c'est ma télévision, donc je m'endors le soir en regardant les flammes. Les villes sont suréclairées. Quand je vois dans une grande surface, un Leclerc à Romans, vous savez combien de néons d'allumés en plein jour? 3000 néons, voilà, ça j'ai retenu, c'est énorme. Après il faut des climatiseurs en plein été, mais c'est complètement ahurissant. Alors même si c'est pas la peine de mettre plein d'éoliennes, il faut qu'on arrête de consommer. C'est comme ça, il faut arrêter de faire des déchetteries ou des incinérateurs, il faut arrêter de créer des déchets à la base, sinon ça n'a pas de sens. Mademoiselle. Venons, on laisse comme ça. Ouais, peut-être. Bon, allez. Moi j'ai fait ouais, salut. Ouais, tout à l'heure. Mais voilà, là, t'es dans notre garage. On est tout près du centre-ville. Et puis, bah, c'est là qu'on stocke un peu tous nos vélos et puis qu'on bricole un peu. Il y a nos trucs un peu indispensables tous les jours pour aller glaner au centre-ville. Un peu de bouffe de récup, à gauche, à droite. Et puis dépanner les vélos des amis quand il y a besoin ou rigoler un peu en monocycle, quoi. Voilà. Et ben c'est le seul coin de la maison où on a pu caser les toilettes sèches, là. Voilà, juste de la sciure, un seau et puis du papier toilette. Voilà, un petit coin tout sympa pour être tranquille. Mais je vais aller les vider en fait. Allez. Coucou les poules. Alors on le fait à part du compost de déchets organiques de bouffe, parce qu'il va rester un peu plus longtemps pour devenir de la terre. Mais voilà. Et les poules, ben, elles sont là depuis à peu près le début de la coloc et puis elles sont très bien et elles nous donnent des super bons œufs et puis on s'en occupe un peu tous les jours, on leur donne du blé ou des aliments bio quand on en a. Donc il y a des débats qui sont organisés tous les 18 de chaque mois, à 20 h au samovar.
un petit bar à Saint-Michel, le quartier populaire, rue Camille Sauvageau. Et puis c'est pas que des débats, on organise des actions assez régulièrement, donc, qui peuvent tourner autour de la lutte contre la malbouffe, des versements publicitaires, des actions anti-pub ou des choses comme ça. En fait, à la base, les gens qui font partie du Pas de Côté se sont un petit peu rencontrés au niveau de la Vélorution qui avait lieu à Bordeaux avant. Et donc, c'est pas du tout la même chose, mais la Vélorution, c'était un moyen de se réapproprier l'espace urbain et de promouvoir le vélo plutôt que la voiture et d'inciter les gens à sortir de leur quotidien. En fait, c'est un espace temporaire de réflexion sur la société automobile. Alors concrètement, ça se passe à Bordeaux, c'est les derniers samedis du mois, dans d'autres villes c'est le premier samedi du mois, mais c'est un passage dans la ville, un moment dans la ville où plein de gens viennent avec leurs véhicules non motorisés, tout ce qu'on peut imaginer avec des roues ou à pied même, et des échasses, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est un moment festif où on réclame la rue, on réclame une ville sans voiture. Les uns les autres, en fait, on est un collectif assez complémentaire. Il y a des personnes qui sont plus capables, par exemple, de réparer des vélos et d'apprendre aux autres à le faire. Puis d'autres qui sont plus capables d'organiser des manifestations, d'autres qui vont être dans une logique de contacter des journalistes ou d'autres qui vont voyager et essayer de faire en sorte qu'il y ait des liens qui se créent entre plusieurs associations. On a un collectif assez soudé et complémentaire en fait. Et les modes d'action sont aussi très, très divers, et puis s'il y en a qui ne veulent pas faire une action qui leur paraît un peu radicale, ça leur appartient de ne pas la faire, et on peut imaginer beaucoup de choses, c'est en fonction de ceux qui veulent y participer. Voilà. On est aussi du coup un peu en lien avec les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne ou les SEL, les systèmes d'échange locaux. Une AMAP, pour définir assez rapidement, on va dire que c'est un système d'échange et d'interaction entre un consommateur et un producteur, enfin plusieurs consommateurs. Ils prépayent la production à l'avance suivant les contrats. Nous, par exemple, pour nous, c'est 6 mois, mais suivant les AMAP, ça peut changer en termes de longueur, quoi. Ça peut être 3-4 mois. Et ils achètent donc à l'avance la production qui leur sera livrée hebdomadairement. Et du coup, le producteur s'engage à leur livrer le contenu d'un panier qui peut être de différents prix, quoi. C'est les consommateurs qui viennent sur le terrain lors de réunions faire leur certification eux-mêmes, qui viennent voir que moi quand je plante, il y a des tas de fumier à droite, à gauche, il n'y a pas un seul bidon chimique, ou s'il y a des bidons là-bas, mais c'est de la récupération. C'est pour faire mes purins et ces choses-là dont on entend un peu parler de plus en plus en ce moment. Et donc ils ont des légumes frais qui sont ramassés dans la journée et ils bénéficient du contraire de ce qu'on appelle la malbouffe, donc de la bonne bouffe. Et par ce biais-là, le consommateur il a aussi accès au jardin du producteur, il a tout ce qui suit de près la vie de l'exploitation, quoi. C'est pas on achète les légumes, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils sortent. Là, ils savent d'où ils viennent, ils savent quelle couleur ils ont, ils savent dans quoi ils sont plantés, ils ont déjà vu le terrain. Là, c'est les amapiens qui sont venus m'aider à poser la clôture contre les lapins, qui ont fait plein de travaux. Ça donne lieu d'ailleurs à des petits repas bien sympathiques, quoi. J'ai eu la chance d'avoir des voisins agriculteurs qui sont assez sympas, même s'ils ne sont pas dans le même esprit que moi, quoi, qui regardent des fois d'un œil amusé le fait que je désherbe à la main ou au motoculteur, alors qu'eux, ils auraient plutôt tendance à dire « mais
T'emmerdes pas, jeune, balance du Roundup, tu vas voir, les herbes elles partent rapidement et sans problème. On est dans un petit village près de Montpellier, je veux dire sur Montpellier, il y en a des bouches à nourrir quoi. Hein. Des petits paysans comme moi, il pourrait y en avoir un sacré paquet quoi. Le métal, mais il n'est pas touché. Il y a toujours quelques infos dessus. Ouais, j'ai pas eu le temps d'y aller. On prend encore un de personne. Vas-y. Et tu prends du médecin, la moutarde, il arrive quoi? Ouais, des fois il passe, mais on sait jamais. Ouais, bon. Alors ça va être critique, hein. On les a protégés au moins. Après on avait semé mi-mars. Donc ça fait qu'on a 2 tournées. Donc là, c'est les dernières de la première tournée et on aura les autres tout de suite. J'aime bien faire vivre les gens du coin, j'aime bien avoir de l'humain dans les échanges commerciaux, j'aime l'écologie, j'aime... c'est une forme de militantisme. C'est comme ça que je milite en fait pour mes idées. Ça reste verbal, une explication de notre façon de travailler, avec qui on travaille. Et ça permet aussi de faire avancer, que les gens viennent ici. On invite les gens à venir ici aussi le vendredi soir et ça permet d'agrandir la chose, quoi, de faire passer le mot. Ça pourrait être tout simplement géré par le producteur qui dit tiens je vais avoir un nouveau réseau de distribution et donc voilà je vais distribuer à un groupe, rien de plus. Alors que nous ce qu'on essaye vraiment de faire c'est que tout le monde soit impliqué dans le groupe et organise tout ce qui est interaction avec le producteur, organise tout ça et à tour de rôle on se passe les responsabilités de gestion des contrats, on passe les responsabilités d'interaction avec le producteur, on fait tourner les rôles au sein du groupe. Alors ce qu'on essaye aussi de mettre en place par exemple c'est de la solidarité, donc la MAP étant basée sur une solidarité avec l'agriculteur mais aussi une solidarité entre amapiens, entre consommateurs. Finalement d'une certaine manière quand on parle d'amapiens on parle tant des consommateurs que du producteur. Et donc la solidarité entre les amapiens ça pourrait être par exemple des péréquations, des systèmes de péréquation sur ceux qui peuvent se permettre de payer un peu plus le prix du panier payent un peu plus, alors que ceux qui ne peuvent pas se le permettre profitent de cette solidarité. Et ça par exemple, bizarrement, on le voit nulle part, parce que le producteur, lui, quand dans les AMAP commerciales, il s'en fout, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est un revenu pour lui. Alors que justement, ce qui est important, c'est qu'on réacquiert à la fois les rapports sociaux entre nous et avec le producteur. Salut Lucas. Voyage. Non. C'est où là? Tu les laisses sortir pour le montrer? Oui, bien sûr. Et c'est une association donc qui existe maintenant en France depuis 1994, les premiers sels, qui sont basés sur l'échange, donc où l'argent n'est pas de mise. Ce que j'aime dans le sel et pourquoi depuis 9 ans maintenant j'y suis, c'est parce qu'en fait on y trouve tout ce qu'on y apporte. Si on a un talent quelconque, eh bien on peut faire, on peut l'offrir aux autres. On n'a pas besoin de se demander d'abord si ça va rapporter, si ça marchera. J'aime faire quelque chose, je le fais et puis voilà.
société elle avance par ses marges minoritaires qui déplacent un peu le grain de sable dans la chaussure, qui déplacent un peu le regard, qui monte ces longs combats où tu prends des chemins de traverse, tu as l'autoroute, et puis ça n'a d'intérêt que si le chemin de traverse rejoint l'autoroute et la fait un peu dévier de quelque chose. Et plutôt, si possible, des espaces qui créent plus de liens ensemble, plus d'égalité, plus de liberté. Ce qui est assez paradoxal, c'est que tout ce qui est objet manufacturé a une valeur très minime. Avec notre monnaie d'échange qui est le grain de sel. Par contre, tout ce qui a été préparé, c'est-à-dire l'alimentaire, que ce soit des gâteaux préparés, des confitures, tout ça prend une valeur beaucoup plus importante. Parce que donc la personne qui va confectionner donc de l'alimentaire va investir un petit peu d'argent déjà pour les matières premières, s'il y a besoin d'acheter de la farine, du sucre, des choses comme ça. Et il y a le temps de travail. Et en principe, c'est quelqu'un qui va le faire quand même avec un certain amour. Je suis au chômage depuis très longtemps, mais je fais énormément de choses et au niveau du sel, j'ai découvert que mon travail avait une valeur. Alors qu'avant, tout ce que je faisais, je fais beaucoup de couture, j'avais l'impression que ça n'avait aucune valeur parce que je ne le vendais pas. Alors qu'au sel, j'ai d'ailleurs fait la robe de mariée d'Evelyne. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi parce que là, j'ai vraiment ressenti quelque chose. On a apprécié mon travail et on a dit, c'est toi qu'on veut et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est une question de réseau, de rhizome, c'est de l'os. C'est des rhizomes. La société, le pouvoir, tout ça, c'est rhizomique. Tu fais un rhizome en face et tu attends de voir ce qui se passe. Rhizome contre rhizome. Réseau. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Réseau contre réseau, qu'est-ce qu'on en fait? Et si on en profitait pour nous porter des réseaux qui créent de la vie, quoi. Tu fais ensemble un peu d'égalité, un peu de liberté. On est sur des valeurs simples. Tu prends les valeurs républicaines, elles vont à tout le monde. Liberté, égalité, fraternité. On fait de l'ensemble, on met de l'humain, plutôt dans une notion plutôt égalitaire et plutôt un peu avec de la liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Bon, c'est pas mal, on le fait. Chiche, on le fait. Les bourses, c'est une chose, mais il y a aussi après les échanges qui peuvent se passer. Enfin, moi, je sais que j'ai été très heureuse, par exemple, d'avoir l'aide de quelqu'un qui est venu faire tout un tas de travaux chez nous. Et c'est vraiment très très précieux et on aimerait bien qu'il y en ait plus en fait de gens qui sachent faire un peu de tout et quand on ne sait pas qu'on a un petit problème de plomberie ou d'électricité ou quelque chose qu'on peut pas payer, on va pas payer un artisan parce que c'est extrêmement cher et c'est des fois c'est toutes sortes de choses, il n'y a même pas quelqu'un qui est disponible qu'on pourrait même appeler pour le faire. Et c'est vraiment agréable, c'est comme un ami, on peut dire est-ce que tu peux venir faire tel travail et puis il est rémunéré en sel par les moyens qu'on a décrits, quoi. Donc c'est pas simplement des objets, c'est des services. Il y en a qui disent travailler plus pour gagner plus, on dit travailler moins pour prendre le temps de vivre et Absolument. profiter bien mieux de la vie et de toutes ses beautés. Voilà. Nos plus grands bonheurs sont très bon marché. Les Yoks, c'est un pays imaginaire en fait. Le principe, c'est le proverbe du Yokloun, c'est Fulgenom trut le vrai, quel mengekunan de verel, qui veut dire oublie le vrai, oublie le faux, seul le rêve peut transformer le monde. Yokia Circu! Hey, Yokia! Dentro, de mi cablo! Hepna, dikun, hepna, dikun, hepna! Ce soir, c'était les gros consommateurs de vacances et voilà, à Port-le-Cat, voilà, on n'a pas un public de connaisseurs du théâtre de rue et tout ça, mais bon, voilà, c'est aussi à eux qu'il faut, aussi vers eux qu'il faut aller des fois.
Ce pays, c'est le pays de l'imaginaire, c'est le pays du rêve, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec notre imaginaire pour demain, quoi. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on peut essayer de donner dans ce spectacle. Les maisons de Yoclone, ils font. Pourquoi le terre, il se chauffe? Oh. Et il me dit que le terre, il se chauffe pour le cause de voitures, et des usines, et des avions, et tout ça. Et le terre, il se chauffe. Ah. Mais les gens de France, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Pourquoi il doit bouger plus, toujours plus, pour travailler plus, pour gagner plus, pour emprunter plus, pour acheter plus, pour rembourser plus, de plus, et le terre, il se chauffe. Il n'est pas de commerce et d'entreprises polluantes qui ne s'avisent de faire campagne sur le thème de la nature à sauver. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, que l'idée de justice sociale. Il y a là un véritable changement anthropologique. C'est-à-dire que là, on va se questionner sur le phénomène humain, sur le phénomène de la vie, sur qu'est-ce qui est désiré, sur le sens. Il y a une question philosophique aussi, il y a une recherche de sagesse aussi, quelque part, face à la folie du monde. Il y a par exemple aussi une recherche d'un retour en amitié avec le non-savoir. Comme disait un grand économiste, John Kenneth Boulding, celui qui croit qu'une croissance infinie est possible sur une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Donc il est impératif de réduire cette empreinte écologique, donc de se donner des limites à la croissance. Ce n'est pas vraiment nouveau, le Club de Rome l'avait dit dans les années 70. Effectivement, dans la décroissance, on questionne très très profondément quelque chose qui va au-delà de tout mouvement progressiste, contestataire, révolutionnaire. Or, la décroissance est la problématique centrale de notre époque. Ce qui est nouveau, c'est cette, au fond, conjonction d'un courant écologiste qui dénonce les limites de la planète, Nicolas Georgescu-Roegen, le Club de Rome, et ce mouvement, et puis la critique du développement en termes anthropologiques à la suite d'Ivan Illich et même de Castoriadis, André Gorz. Je suis complètement éberluée de voir à quel point les gens ne veulent pas croire ce qu'ils savent. Et je trouve qu'elle est belle cette formule, ils ne veulent pas croire ce qu'ils savent. Eh bien je crois qu'ils savent que j'ai raison, qu'on est un certain nombre à avoir raison sur plein de sujets et que ce n'est pas possible. Et donc il faut le choc salutaire vraiment d'une grande menace pour que les drogués se décident, se réveillent et entreprennent une cure salutaire de désintoxication. Alors je crois que ce choc, justement, alors mentalement la décroissance, justement la décroissance c'est avant tout un slogan provocateur, et bien c'est un slogan qui a aussi pour but déjà de commencer à provoquer ce choc. Une critique écologique qui allait plus loin que la couche de peinture verte qui était le développement durable, et puis qui allait plus loin que l'écologie dans un sens restrictif, qui interroge le travail, qui interroge nos rapports aux autres, qui questionne vraiment l'économie ou des choses comme le développement, le capitalisme, mais qui va plus loin qu'une simple mise en question du capitalisme, aussi de la technique, de la société industrielle. Voilà, je pense que c'est avant tout un mot qui permet de se poser des questions. Il y a des émotions qui sont là, qui sont cristallisées, qui sont très fortes, dans la peur, notamment la peur qui nous conduit à avoir des comportements presque absurdes, de vouloir s'entourer d'une grande quantité de matériel, par exemple, ou de se sentir sans arrêt en compétition avec l'autre, de se sentir sans arrêt mal aimé, enfin toutes ces choses qui sont tellement profondes et qui nous poursuivent depuis des générations et des générations, je crois qu'on ne s'en défait pas comme ça, et qu'il fallait au moins presque une catastrophe pour arriver vraiment
à aller dans une autre direction, quoi. Si nous pensons la nature et la création en fonction de l'homme, il n'y aura pas de décroissance. Il faut accepter qu'on n'est pas seul, accepter qu'on fait partie du paysage. Alors ça me semble fondamental, réintroduire les phénomènes humains dans la multiplicité des phénomènes. Je suis optimiste quand même parce que je vois pas mal de gens qui ont envie de faire autrement. Moi je vois par exemple dans Terre de Liens, quand on a créé Terre de Liens, quand on a commencé à bosser dessus il y a 8-9 ans, on nous prenait pour des fous. Aujourd'hui il y a une super dynamique autour de cette question de l'accès au foncier. Et moi je vois dans l'association qu'on a créée, c'est génial, on s'éclate en même temps. On travaille avec la nef, avec des gens voilà, qu'on pignon sur rue aujourd'hui et on avance, quoi. On s'éclate, ouais. On se régale. C'est nourrissant en tout cas. Il me fait peur votre monde décroissance. Qu'est-ce que c'est? T'en as un autre qui va te dire mais c'est joyeux la décroissance, on va vivre vachement mieux. On couvre nos imprimeurs, on va prendre notre pied. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? On va se créer de la vie, on va créer de la pied, c'est génial. Tu vois, et il y en a un autre qui va dire oh là, moi je veux pas revenir à la bougie. Quoique, repas à la bougie, le soir, des fois, avec sa petite amie, pourquoi pas, puisqu'au restaurant, ça peut être même un bon moment, un repas à la bougie. C'est pas ça le problème c'est l'état d'esprit. Comment on va vers ça? On y va de la créativité, de l'état d'esprit, de l'envie de créer de la vie, de se dire, ouais, allez, pim, pam, il y a ça, on va réfléchir les trucs, ou tu peux y aller effectivement sur des peurs, mais attendez, là, on va me couper le téléphone portable. Ouais, peut-être, enfin, je sais pas si c'est à l'occasion, mais ça va être terrible. Ah bah ouais. Je ne sais pas trop, c'est peut-être pas le problème, téléphone portable. Tu verras, on trouvera des solutions pour le téléphone portable. Crée de la vie. Il y a déjà une mouvance qui se cherche, qui tâtonne, qui est plurielle, qui part un peu dans tous les sens. C'est normal quand une nouvelle conception commence à se mettre en place. Parce qu'on voit bien qu'il se met en place quelque chose de différent par rapport à tout ce qu'il y avait dans les décennies précédentes. On ne peut pas à la fois le lundi défiler dans les rues avec des banderoles halte aux délocalisations, halte à la misère, halte à la précarité, et puis le samedi pousser le caddie comme un seul homme. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien, il faut faire ce lien. Mettre un poulet dans un caddie, pour moi, c'est un bulletin de vote quelque part. Quand vous glissez dans votre caddie une paire de chaussures, un pantalon, une jupe, un produit manufacturé, eh bien là aussi, on va voter peut-être pour le travail des enfants dans les sous-sols du tiers-monde. On a un monde, une méga machine avec sa logique dont il faut sortir. Et ce qu'on peut reprocher à la gauche, c'est qu'elle ne nous proposait pas de sortir, elle nous projette d'aménager un immeuble en ruine. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de reconstruire un autre immeuble. Ce n'est pas d'aménager un immeuble qui est fissuré de partout et qui se casse la figure. La plupart des copains, des copines, des gens qui sont dans le monde entier dans des pratiques de décroissance et de vie alternatives, ils sont dans cet espoir un peu messianique que d'une façon, comme on dit en physique, par réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'il y aura un autre, on va changer comme ça les choses. C'était l'engagement avec le sentiment à l'époque que si on vivait juste, ça ferait tache d'huile sans qu'on ait autre chose à faire. De croire que l'exemple allait se propager, tu vois. Aux dernières élections municipales, ça m'a frappé de voir d'un seul coup des tas de copains, des gens que j'avais rencontrés une fois par hasard, et puis de m'apercevoir qu'ils étaient dans leur conseil de leur village. Et ça m'a semblé une bonne nouvelle, enfin quelque chose un signal. Ça m'a semblé un signal, parce qu'aux dernières élections, c'était pas ça. Hein, on était encore 4 gars à dire « mais si, il faut rentrer dans les conseils, si, c'est important ». À partir du moment où nous on a proposé quelque chose et puis où on s'est investi vraiment dans ces élections et puis on a montré qu'on voulait s'investir au niveau de la commune, c'est que les gens qui n'avaient pas de carte se sont mis à aller s'inscrire à la mairie. Bon, il y en a quelques-uns, on a dû pousser un peu quand même fortement. On les a pas obligés, mais on les a poussés fortement quand même. Et finalement... ils sont bien contents. Ouais, je pense que 80-90% des gens qui votaient pas avant ont pris leur carte et sont allés voter. D'ailleurs, c'était très intéressant. Nous, on allait chercher les néos qui ne voulaient pas voter, alors que l'ancienne municipalité allait chercher les grands-mères qui étaient impotentes, avec leur propre voiture. Et à un moment donné, à quelques-uns, on s'est dit soit on s'implique, soit on s'en va.
C'était quasiment la nécessité, pour vouloir rester dans le village qu'on aimait, de s'y impliquer. Petit à petit, quand on a découvert l'intérêt fort que représentait la prise d'une commune et la gestion d'une commune, comme à quel point on a vu que tout pouvait changer. Pas tout, mais au niveau local, à quel point une décision communale pouvait influer directement sur la vie des habitants, on s'est dit, c'est extraordinaire, donc il faut continuer. Les problèmes, c'est quoi? Bon, premièrement, c'est le pouvoir. Deuxièmement, c'est qu'il y en a toujours qui ne sont pas contents. N'importe comment, quand une décision est prise. Bon, comment résoudre ça? Moi, ce qui m'a paru le plus évident, c'était de prendre les décisions à l'unanimité. Comme ça, tout le monde est d'accord. Après, chacun est obligé de prendre un peu sur soi et puis de laisser son ego un peu par là. Essayer, à travers des commissions, à travers des réunions de village, essayer de faire que les habitants du village reprennent leur destin en main. Une petite commune peut déjà favoriser l'installation au maximum même dans les habitats dits illégaux, cabanes, roulottes, caravanes, tipis, yourtes, peut aider, peut soutenir, peut défendre, peut faire obstacle ou essayer de faire barrage à une répression qui est de plus en plus forte. Il est très possible d'envisager sur une commune de nouveau d'avoir un boulanger, un boucher, un cordonnier, même avoir un fabricant d'habits qui soit autre qu'avec des produits pétroliers et tout ce genre de choses, quoi. Recréer des micro-systèmes économiques quasiment autonomes. Tout ça, c'est de l'économie locale, de la solidarité, recréer des vergers solidaires, des jardins solidaires, des ateliers collectifs, redonner l'envie de faire ensemble, c'est recréer des logements sociaux bâtis sur du matériau local, si possible avec les forces locales, c'est reproduire l'électricité, c'est essayer d'aller vers une autosuffisance alimentaire. Comment on fait du pain? On fait du pain bio ici. À un moment, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire de faire amener les farines de 250 km au nord du Gers, des farines bio, parce que le seul moulin qui fait les farines bio, des bonnes farines bio, il est à 300 km ou 250 km. Donc on se pose immédiatement derrière la question, mais pourquoi on ne les fera pas ici, quoi? Et pourquoi à ce moment-là on ne ferait pas le blé ici? Et pourquoi on ne ferait pas le sarrasin ici? Et voilà, la démarche elle est là. La solidarité qui est un des axes, parce que j'ai l'intime conviction et profonde conviction qu'on va vers des gros ennuis, des gros soucis sociaux, économiques, écologiques, politiques. Et retrouver des circuits courts, recréer ici de la solidarité, redonner l'envie de faire ensemble. Prendre des décisions importantes sur l'eau, si on prend des décisions importantes sur la gestion de la forêt ou l'urbanisme ou des choses comme ça qui sont des dossiers importants, on le fera en démocratie directe, c'est-à-dire on fera un référendum au niveau de la commune. Arrêtons de tirer chacun de son côté. Qu'est-ce que c'est que toutes ces associations qui ont des objectifs quasiment similaires mais qui se tirent les bourres, quoi. Si on pouvait enfin travailler ensemble. C'est essayer de trouver une autonomie de commune pour, même à ce niveau-là, pas être obligé de faire une courbette comme tous les autres. Il faut être gentil avec les messieurs, sinon on n'aura rien, quoi. Le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que le coût de certaines opérations n'effraie personne. C'est simplement la hauteur de la subvention qui se négocie. Et moi, ça, depuis que je suis de nouveau dans ces affaires communales, ça m'a vraiment fait peur. Parce qu'on vous annonce des chiffres pour des travaux. Moi, je travaille aussi, j'ai pas l'habitude d'entendre des chiffres comme ça. Et personne ne conteste ce chiffre. On négocie simplement la subvention qui va aller derrière ce chiffre. Et ça, c'est affolant. C'est affolant. Et bon, on peut même parler d'un truc très précis, des cabanes pastorales qui coûtent 250 000 €. Bon, nous, on a une cabane pastorale à faire. Je pense pas même avec 50% de subvention, on est prêt à mettre 125 000 € pour une cabane pastorale. On n'a pas les moyens dans la commune, donc on va la faire bénévolement et elle ne nous coûtera pas ça. La manière dont on a d'aborder les choses entre nous, la manière qu'on a de parler entre nous, est fondamentale pour espérer évoluer dans une démocratie. On a trop pris l'habitude de parler pour convaincre, de ne pas écouter l'autre, déjà quand il a commencé à parler, d'avoir déjà en train de préparer sa réponse.
on est trop habitué à la partie de ping-pong. Hein, moi, j'aime bien l'image du ping-pong. Hein, les discussions sont souvent des discussions ping-pong, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors qu'on devrait jouer à la pétanque. C'est-à-dire, on regarde l'autre jouer, la boule avance, on regarde ce qui se passe. On regarde le coup, on regarde le terrain, on réfléchit et on joue à son tour. Et là, on arrive vraiment à quelque chose qui peut avancer. Ouais, mon rêve, ce serait que dans quelques années, j'entende les gens tous les gens de la vallée et des villages dire « Ah, on a fait ça, voilà. » Les assemblées générales dans les entreprises, les assemblées générales dans les quartiers et l'assemblée générale souveraine, c'est-à-dire il n'y a pas de bureau qui prédigère l'info, qui pond des motions toutes faites et auxquelles les gens n'ont plus qu'à souscrire. Alors, notre tâche à nous, en tant qu'hommes et femmes qui aiment la vie, qui ne sont pas des militants politiques, qui n'avons aucun plaisir de diriger les autres, mais qu'on veut développer la vie, eh bien, notre fonction à nous, c'est dans cette époque obscure de déployer la vie. Non pas de choisir les petits postes comme ça de direction. Et d'autant plus qu'effectivement, les militants tristes, l'opposé des militants chercheurs, et ces militants qui soit ils cherchent un chef, soit il veut être chef. Nous, on l'a vu ici dans le cadre de lutte locale, des gens qui ne s'exprimaient habituellement que très peu peuvent d'un seul coup voir se libérer leurs paroles parce qu'ils ont été mis dans une ambiance de liberté où justement il n'y a pas de chef pour imposer une parole. Et là, ça se déclenche, les gens se mettent à parler, quoi. Ils se rendent compte qu'ils ont retrouvé le pouvoir, du pouvoir. Au lieu de toujours se brancher sur les grands réseaux électriques, faire des petites productions électriques, que les villages, des villages, enfin j'exagère un peu, mais enfin des villages, des villes arrivent à se brancher sur des systèmes qu'elles construisent elles-mêmes, où tout le monde participe en quelque sorte, où tout le monde sait qu'il y a un moyen d'agir dessus. L'eau est un bien commun, donc ça doit être géré par un service public, oui, on le pense, mais en même temps, il faut démontrer son efficacité. Et pour que ce soit cette efficacité, il faut que ceux qui sont les acteurs principaux, donc ceux qui payent, ceux qui consomment, soient dans les instances dirigeantes de gestion. Au début du XXe siècle, on produisait autour des villes, au bord des villes, dans les villes. C'est tout à fait concevable que les villes n'aient pas la forme qu'elles ont actuellement. Les retours en régie publique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est la ville ou par des structures municipales qui gèrent directement à des prix moins chers la gestion de l'eau, les retours en gestion de cette nature sont relativement récents. Les véritables retours datent des années 2004-2005, à Castres, à Cherbourg, dans des villes petites, moyennes, grosses. Ça fait que 3-4 ans véritablement où il y a un courant de retour parce qu'on sent que la population, un peu mieux informée grâce à des réunions locales menées par les associations et puis par l'augmentation du prix vertigineux, a fait qu'il y a une prise de conscience. Et donc, on a mis en cause le partenariat public-privé qui profite à un nombre d'entreprises en France très réduit, de 3, et dans le monde, en gros, de 5 ou 6. Donc, il y a quasiment un oligopole au niveau de la gestion. Et je voudrais aussi insister sur le fait que la propriété des installations appartient toujours aux collectivités territoriales. Hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le risque est pris par les villes, alors que les profits sont engrangés par les multinationales. Quand nous achetons un kilo de tomates 2,50 € ou 3 € en grande surface, il a été payé 35 centimes à l'agriculteur, c'est-à-dire 7 fois moins. Ce qui veut dire que la grande distribution n'est pas en faveur du consommateur, elle s'est positionnée entre ceux qui produisent et ceux qui consomment et prend le maximum de bénéfices à ce niveau-là. Aujourd'hui, la France a 36 000 communes, on a 18 000 communes qui n'ont plus un seul commerce de proximité, donc on a détruit le monde du commerce, on sait bien, on le voit autour de nous. Elle a détruit le monde de l'agriculture. On avait en 1945 6 millions de paysans, il en reste 500 000 aujourd'hui.
on en perd 30 000 chaque année, et puis elle est un facteur aggravant des délocalisations, de déstructuration, de destruction des entreprises et de leurs emplois. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est complètement dépassé, j'allais dire. C'est le modèle du commerce moderne dans les années 65-70, qui repose sur le tout automobile, qui repose sur le bougisme. Ce bougisme, ces marchandises qu'on transporte dans tous les sens, ces pommes de terre qu'on achète en Espagne, qu'on va faire éplucher en Belgique, qu'on ramène, etc. Et tous ces produits qu'on balade dans tous les sens, c'est pas tenable quand le pétrole se renchérit. Et évidemment, on voit bien qu'on va aussi vers une société où l'automobile étant tellement chère, et bien de plus en plus de gens renoncent à l'automobile. Les jeunes aussi n'ont pas d'automobile, donc je veux dire, forcément se doivent de consommer autrement, de s'organiser autrement. Ce qui veut dire que clairement, il y a ceux qui sont encore habitués, qui sans réfléchir vont aller à l'hypermarché avec la voiture, continuent, etc. Et puis je pense tout un modèle qui s'organise autour d'une consommation autre dans la proximité, qui fait que cette crise pétrolière arrivant, eh bien il va falloir imaginer, envisager d'autres modes de consommation. Qu'est-ce que c'est, ce carton? C'est un carton de bière des Faucheurs que je livre pour le groupement d'achat de Rieux-Pérou. Donc c'est un autre groupement d'achat que le nôtre. Et puis je vais marquer le nom là parce que sinon... On se réunissait le vendredi soir, ici, dans ces bâtiments. Et à l'origine donc à la suite de ces réunions, il nous est venu la nécessité de se coordonner et de gérer comment dirais-je, nos approvisionnements de façon à sortir du supermarché. Et c'est pour ça qu'on a créé ce réseau Sortir du supermarché. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Est-ce qu'on se contente simplement de consommer ce qui nous arrive, que ce soit un petit peu de partout, du supermarché ou même d'ailleurs, de la politique ou ainsi de suite, ou est-ce que réellement on a une démarche active, citoyenne, et on se réunit ensemble, et comment est-ce qu'on fait pour réellement, à notre échelle, avec nos capacités à nous, construire un petit monde qui nous ressemble un peu plus? Je préférerais commencer par le sel parce qu'après... On le dispatche comment? Je vais après de fermer le sel là. Oui, les poches ou les là, sons. visiblement, le carton, c'est pour le groupement d'achat dans le Pérou. Ce qui est assez étonnant en fait, c'est de voir que finalement la grande distribution a une image sociale. Quand on interroge des gens, des mouvements politiques, mais aussi dans les milieux syndicaux, eh bien on a toujours l'impression que ce modèle de consommation est le meilleur défenseur de la veuve et de l'orphelin et des plus modestes. Et c'est assez étonnant, autant le commerce de proximité a une image quelque part de vilain capitaliste qui va s'engraisser sur le dos du pauvre consommateur, autant le mastodonte hypermarché a une image de défenseurs des plus modestes. Pourtant, il n'y a pas plus symbole de l'ultracapitalisme que la grande distribution. Et on voit les partis de gauche, et pas ceux qui le sont le moins, et bien finalement défendre l'implantation. Et on voit aussi aujourd'hui de très beaux projets d'hypermarchés dans des villes communistes par exemple, parce qu'on considère que ces magasins ont une vocation sociale véritablement. C'est très étonnant comment la grande distribution a su communiquer et renverser l'image véritablement. Un modèle ultra-capitaliste, confiscateur, captateur de la richesse qui arrive à valoriser une image véritablement sociale. On ne veut plus être esclave de notre consommation, quoi. On préfère travailler moins, avoir plus de temps pour avoir du temps pour s'épanouir, pour passer avec nos enfants, pour passer avec nos amis d'ailleurs. Et peut-être, c'est pas, je vais dire privé, mais c'est pas se priver, quoi. C'est décider qu'on ne consomme plus ça, parce qu'en fait, après on devient esclave, qu'il faut toujours, voilà, le slogan actuel, travailler plus pour gagner plus. Ben, nous, on veut travailler moins, gagner moins, c'est vivre beaucoup mieux, quoi. Voilà. Les producteurs. Je crois pas, non. Et on va plutôt aller faire nos nouilles nous-mêmes. Donc ça veut dire aller trouver un type qui aura de la farine et qui nous permet de plus acheter le paquet de nouilles qui viendrait d'un producteur bio ou d'un magasin bio à l'autre bout du monde. Et c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à faire du local, à gérer localement notre vie, à rapprocher les moyens tout simplement les moyens de production aux consommateurs.
C'est toujours une démarche en constante évolution, j'ai envie de dire. Sur chaque commande, on peut avoir après un retour ou un changement sur les produits que nous avions au départ. Et notamment renoncer, comme on l'avait dit avant, au quinoa par exemple, ou aux lentilles corail parce qu'elles viennent de trop loin. Et que c'est peut-être pas l'intérêt de le faire dans notre démarche. Si quelqu'un les veut, il peut toujours les acheter ailleurs. La grande distribution est donc passée au bio, à la bio, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que cette bio vient de Chine. Donc aujourd'hui, par des avions cargo réfrigérés tous les jours, on amène des produits bio venant de Chine, cueillis par des gens en situation d'esclavage. Est-ce que là, c'est vraiment l'objectif de la bio? Je ne suis pas très sûr. Pour des copains comme ça, pour leur faire un peu tester comment ça se passe, les produits qu'on propose. Pour une première fois, après, les encourager ou à rejoindre un groupe, comment monter ou passer la liste, tout ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Acheter un poulet chez le fermier ou l'acheter au supermarché, c'est un acte politique. Évidemment, donc nous on l'a et on revendique cet acte par la création d'un réseau, par la création d'une vie commune. Et en effet, le côté revendicatif tel qu'on l'a connu ces 150 dernières années, c'est pas qu'on le laisse tomber, c'est qu'on essaye pour la plupart d'entre nous de le jumeler avec notre revendication que l'on vit et que dans le faire. On n'a pas collé dans le cahier le fourrier parce qu'on est allé dehors et puis c'est trop long notre travail. C'est trop long ton travail? Oui. T'arrives à séparer les moi j'ai fini. On fait plus cahier. Ça y est? Oui. Et vous faites quoi maintenant? Moi je vis seule avec mes 2 enfants, avec un petit revenu, puisque j'ai un budget qui tourne entre 1000 et 1200 euros par mois. Dedans il y a 400 euros de loyer, 400 euros de facture et 400 euros de nourriture, en gros. Ouais, c'est mon budget mensuel. Voilà, et j'arrive à me débrouiller comme ça. Je ne veux pas spécialement gagner plus que ça, parce que gagner plus que ça voudra dire faire énormément de sacrifices au niveau qualité de vie. Notamment, le temps que je passe avec mes enfants, je n'ai pas envie de le sacrifier, ils sont petits, ils ont besoin de moi. Et puis c'est maintenant que je le passerai, ça ne sera pas dans 20 ans. Voilà. Et voilà, je fais ce choix-là. Et même avec 400 euros par mois, donc à 3, on arrive à manger correctement. Par contre, ça implique de faire ses courses différemment, d'aller pousser un caddie au supermarché et de remplir plein de cochonneries, quoi. Voilà, je transforme. Le truc, c'est de transformer. J'achète jamais de produits cuisinés, même mes pizzas je fais la pâte, ou mes tartes je fais la pâte, j'achète pas non plus la pâte enroulée, seulement ça, parce que voilà, ça coûte, voilà, un exemple, 5 kg de farine bio, je les paye 6,50 € je crois, voilà. 6,50 €, des pâtes à tarte, j'en ai fait je sais pas combien, et si je vais acheter mes pâtes à tarte, j'en aurai 5 ou 6, voilà. On a été déconnectés en fait de la nature. Nos grands-mères mangeaient toutes du bio, du sain et du naturel. Aujourd'hui, manger un produit naturel, c'est devenu un produit de luxe. Les consommateurs consomment des sous-produits, des produits éloignés de la nature. Pour moi, il est évident que si on mange des légumes qui ont poussé avec de l'engrais et des pesticides, eh bien, on mange aussi de l'engrais et des pesticides. J'ai fait ça un jour à une copine qui disait qu'elle ne voulait pas manger bio, que ce n'était pas son choix elle, et j'ai mis sur la table une soupe bio avec de l'engrais. J'ai dit, est-ce que tu veux en rajouter dans ta soupe? Voilà. On ne mange pas des tomates toute l'année. Aujourd'hui, on ne sait même plus qu'une tomate, il y a des saisons pour la tomate. On ne mange pas des fraises toute l'année. Les haricots verts, ce n'est pas tout le temps. Eh bien, je crois qu'il va falloir qu'on se réapproprie aussi une connaissance. On a oublié que tout ça, c'est savoir qu'il y a des fruits de saison, il y a des légumes de saison. Quand ils sont de saison, d'ailleurs, ils sont beaucoup moins chers parce que la nature donne évidemment plus abondamment.
On a un poste téléviseur à la maison, mais qui sert juste à regarder des DVD ou des vidéos. Et encore, c'est pas tous les jours, parce que je trouve pas ça normal de regarder la télé. Enfin, je trouve que c'est facile de mettre les enfants dans la télé, c'est sûr ça les garde, hein, mais c'est pas mon but, quoi. On ne nous considère, nous, citoyens, qu'en tant que consommateurs. On n'existe qu'en tant que consommateurs. On intéresse d'ailleurs le politique, on parle du moral des ménages, et le moral se mesure à la hauteur du caddie. Plus le caddie est rempli, plus nous avons le moral, soi-disant, et inversement. Quand je vais acheter mes légumes chez le maraîcher d'à côté, là, chez Alain, je sais à qui je fais gagner de l'argent, je sais qui c'est que je fais vivre. Et je trouve ça très important, plutôt que d'aller acheter mes légumes au supermarché du coin, en 40 km. J'ai pas envie d'aller acheter mes légumes là, je sais pas qui c'est qui les a fait pousser, je sais que c'est quelqu'un par contre qui a aucun scrupule à mettre des pesticides et des traitements insecticides partout. Je sais que je finance ça si je vais acheter ces légumes-là. Je lui permets de vivre avec celui-là plutôt que de permettre à vivre à quelqu'un qui, quand même, va réfléchir sur l'environnement et ce qu'il va laisser aux générations futures. Et du coup, elles vivent ici, elles servent à débroussailler. C'est bien moins cher qu'un Canadair pour entretenir le terrain. Et ça fait un superbe ménage, c'est impeccable, le terrain est propre, elle mange bien. Et puis elle nous fait un agneau ou deux par an, qu'on mange comme une belle vie pendant un an. Et on mange après. Biba, d'ailleurs, elle le sait quand Biba, c'est une fille. On va peut-être la garder parce qu'elle est tellement gentille. Viens Biba, viens. Viens Biba, ouais. Viens, Biba. J'ai fait des choses très différentes. Mon dernier métier avant d'être à faire ça, c'était mécanicien de bateau sur le lac Léman. J'ai fait différents boulots, j'ai goûté à différents boulots. J'ai été fonctionnaire de l'éducation nationale. Intéressant mais très valorisant. Il n'y a pas de dose limite. J'ai été représentant, intéressant financièrement mais pas du tout psychologiquement. Ce système qui a été mis au point, qu'on utilise là, qui a été mis au point pour monter des cultures dans les pays sans technologie, il s'est révélé adapté à nous, puisque c'était volontairement de la basse technologie qui nous permettait de l'installer un peu n'importe où dans le monde, là où il n'y a pas d'électricité, pas de matériaux, pas de matières premières faciles, et de faire un produit dont on s'est aperçu qu'il était supérieur aux produits industriels en matière de qualité. Et puis, à force, on a décidé d'appliquer nous-mêmes cette technologie ce process qu'on avait mis au point. Et on s'est installé producteur de spiruline il y a 10 ans maintenant. On était à peu près les seuls en Europe. On vit avec 300 mètres carrés, ce qui fait 0,03 hectares. Ça fait beaucoup rire les autorités agricoles, mais nous, on arrive à vivre depuis 10 ans avec 300 mètres carrés de surface. Donc quand on dit qu'il faut faire des OGM parce que la terre n'est pas assez grande, c'est une connerie. Puisqu'il suffirait de 5000 hectares de spiruline pour donner à manger à tous les gens qui ont faim sur Terre. 5000 hectares, c'est un paysan américain à peu près qui fait du maïs. Donc la taille de l'entreprise n'a pas été décidée par le Crédit Agricole, mais par nous, par les revenus dont on avait besoin pour vivre. Si tu veux rentrer dans le système, c'est-à-dire avoir une subvention pour t'installer comme jeune agriculteur, tu dois, la contrepartie t'oblige à dépenser et à rentrer dans le moule. Et donc c'est pour ça que les jeunes, ils n'osent pas s'installer. Mais s'installer en parallèle, en faisant comme nous, en achetant 80 000 francs notre hectare de terrain avec une petite maison dessus, excusez-moi, à l'époque c'était en francs, ça fait donc 12 ou 13 000 euros, on a pu acheter ça. Et puis on a habité pendant 2 ans dans 23 mètres carrés, on était à l'abri, c'est petit. Mais quand on a voulu construire notre maison, le voisin nous a autorisé à couper des arbres, des jolis arbres sur son terrain pour faire notre charpente. On a fait l'isolation en laine de mouton, qui est un produit qui est en grosse quantité en France, que la plupart des petits bergers jettent à la poubelle parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'était un très bon isolant. La charpente était gratuite, était du travail mais pas d'argent.
l'isolation était du travail et pas d'argent. Le crépi de la maison qui est fait en terre, la terre on l'a creusée devant la maison, on l'a mélangée avec un peu de paille, un peu de chaux, selon une recette éprouvée, c'est pas une expérimentation, c'est une recette éprouvée. Et on a fait notre crépi, j'ai pour 200 balles pour faire mon crépi, c'est-à-dire 4 sacs de chaux. J'entends les pubs que j'entends les rares fois où j'écoute la radio, même sur France Inter, il y a de la pub. Si tu veux avoir la subvention de Dolce Vita, il te faut le radiateur de tant de kilowatts, la fenêtre de telle taille en aluminium ou un truc comme ça. On te montre pas l'alternative. Les réductions pour les chauffe-eau écologiques, je me marre, on te paye 50% de ton chauffe-eau solaire. Mais il coûte 3 fois plus cher qu'un chauffe-eau si tu le construis toi-même. Donc moi, j'ai pas eu de subvention. J'ai mis un serpentin de tuyaux noirs sous une vitre en plastique et j'ai mon eau chaude gratuite. Ces subventions pour l'écologie, c'est du pipeau pour faire marcher le système. Puisque l'écologie est commerciale, eh ben faisons de l'écologie commerciale. C'est pas ça. Le vrai alternatif, c'est de construire une maison en paille, une maison en terre. Va acheter 500 bottes de paille. Avec ça, tu fais une belle maison. 500 bottes de paille au bord d'un champ chez un paysan, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Quelques sacs de béton, des pierres et du courage, et ça coûte que dalle. Et t'as une maison qui sera mieux isolée que les normes européennes des lotissements merdiques qu'on trouve à droite à gauche. Mais on n'en parle jamais, parce qu'on ne fait pas marcher le système. Quand je travaille 1 heure, là, 100% de mon travail, il est pour moi. Donc construire une maison comme ça, on se dit oui, mais il faut travailler en même temps. Oui, mais il faut tellement moins d'argent que tu peux te permettre de travailler 1 semaine par mois en gagnant de l'argent et 3 semaines en travaillant pour toi. Tes 3 semaines-là, elles vont te permettre de faire bien plus de travail que ce qu'auraient fait des gens que tu aurais payé en travaillant 3 semaines à l'usine au SMIC, quoi. Je pense que les freins principaux, c'est qu'on dit aux gens depuis très longtemps, ne faites pas ça, c'est dangereux. Oui, c'est plus dangereux que d'être un mouton. D'être un mouton rebelle, c'est plus dangereux que d'être un mouton normal. Mais qu'est-ce que c'est meilleur, quoi? Qu'est-ce que c'est meilleur à vivre? Il n'y a pas de... Le rapport emmerdement-bonheur est bien supérieur dans une vie comme on mène nous que dans une vie standard avec un crédit pour les 25 prochaines années. Comme ça, on sait, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Moi, je sais pourquoi je me lève le matin. Je me lève pour moi, pour me faire plaisir, pas pour rembourser mon crédit. J'ai pas de crédit. C'est avoir une maîtrise de ma vie, c'est super agréable. Et prouver ça aux gens, montrer ça aux gens, ça leur fait poser des questions. Parce que le gars qui dit je suis obligé de courir, je suis obligé d'aller à l'usine, quand tu lui dis bah non, t'es pas obligé, hein. Nous on avait des boulots qui gagnaient bien, on gagnait bien notre vie, on était frontaliers, etc. Je gagnais bien ma vie, mais l'argent est un truc utilitaire. Actuellement, je préfère faire du troc avec ma production que de gagner de l'argent. Déjà, aidant, encore une fois, un paquet de spiruline contre un yaourt et une plaque de beurre à mon voisin qui est berger, qui a des vaches plus loin, c'est 1 pour 1. Avec ma famille, ils s'aperçoivent que justement la quantité de bonheur qu'on dégage par an est supérieure à la leur, alors que la quantité de fric qu'on dégage, c'est certain, est bien inférieure. Mais on peut se permettre de discuter de ça ouvertement et ça les questionne. Il y a 10 ans, ça ne les questionnait pas. Ils disaient bon, ils vont encore perdre un peu de temps avant de trouver leur voie qui sera bien sage comme les autres. C'est des légers rebelles. Et puis en fait ils s'aperçoivent maintenant que c'est pas à la retraite qu'on sera heureux, c'est maintenant, c'est pendant qu'on a notre activité qui nous fait vivre et qu'on fait avec bonheur, nous rend heureux tout de suite. C'est pas un plan, on n'a pas d'assurance vie. Pour te dire, c'est maintenant qu'on veut être heureux, qu'on veut profiter de la vie. C'est pas après avoir donné notre part à la société en suant. C'est pas judéo-chrétien notre comportement, si tu veux. Windows, c'est un support à publicité, un support de vente, quoi. Tandis que Linux, c'est juste pour travailler, aussi pour se divertir, mais c'est pas pour vendre. Sous Linux, tout ce qu'on peut voir, voilà, par exemple là,
on voit écrit stabilité et convivialité. Sous Windows, toutes les pages, il y a marqué ne piratez pas, payez votre licence, attention, ne volez pas, machin. Non, là, c'est tout ce qui apparaît en permanence, c'est partager, échanger. Il n'y a pas de notion de vente d'argent en permanence. C'est un autre monde, quoi. Là, ouais, il y a 10-15 ans, c'était vraiment pour les informaticiens fous. Aujourd'hui, c'est même plus facile à utiliser que les logiciels commerciaux. Parce que les logiciels commerciaux, ils sont souvent embarrassés de tout un tas de choses qui sont destinées à faire vendre, à faire de l'argent. Tandis que les logiciels libres, c'est juste... L'objectif, c'est juste que ça marche bien et que ça soit efficace. Donc du coup, il n'y a pas tout le temps des sollicitations pour acheter, pour renouveler un abonnement, pour payer tel ou tel service. On a tout à disposition tout de suite. Le monde de ce qu'on appelle les logiciels propriétaires, comme Windows ou Macintosh, tout est affaire de licence. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui font un produit, qu'elles mettent en vente et elles cachent la recette pour pouvoir vendre ce produit, quoi. Si la recette était éventée, comme ils disent, ou piratée, comme plus exactement, ils feraient moins d'argent. Il faut voir qu'est-ce qui résiste au néolibéralisme, à l'utilitarisme. Et alors trouver des expériences, petites ou grandes, peu importe, qui ont résisté. Le monde du logiciel libre, c'est un peu l'agriculture bio de l'informatique. Là, par contre, on a une diversité foisonnante, on a une collaboration, on a des échanges, et du coup, c'est beaucoup plus robuste aux attaques, quelles qu'elles soient, les virus, les attaques malveillantes, etc. C'est pas le même état d'esprit dans ce monde-là, c'est la recette, donc le programme, il est à la disposition de tout le monde. Et en fait, c'est tout le monde qui peut le prendre, le modifier, l'adapter aux besoins particuliers de telle ou telle personne. Et du coup, c'est une coopération, c'est une communauté qui concourt à améliorer, à compléter un programme. Donc c'est pas du tout le même état d'esprit. Du coup, c'est pour ça aussi que le modèle du logiciel libre est plus efficace que le modèle de l'entreprise classique style Microsoft. Un bon exemple, c'est Linux, qui a un système d'exploitation. Ça date de maximum, si on remonte vraiment au tout début, de 15 ans. Et en 15 ans, on a un ensemble qui est beaucoup plus performant, qui est au moins aussi performant que Windows, qui a 10 années de plus de développement, ou que Macintosh. Dans la médecine, il faut voir par où passent les défis qui opposent la logique irrationnelle économiciste à la logique du soin, par exemple. Dans l'art, il faut voir par où est-ce qu'il passe quand même la résistance à la marchandisation de l'art pour défendre la création artistique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut pouvoir penser en termes excentrés. On peut totalement étendre le modèle économique du logiciel libre à tout ce qui concerne l'économie non matérielle. C'est déjà des secteurs énormes de l'économie. Tout ce qui est lié à l'information, au divertissement, tout ce qui est donc programme informatique, tout ce qui est tout ce qui est lié à la connaissance, tout ce qui n'est pas forcément matériel. Et ça, c'est très facile et effectivement, on gagnerait beaucoup à rentrer dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire c'est le mode de la collaboration. On n'est plus dans la compétition, on passe son temps à se servir et à donner à un ensemble de personnes qui sont sur le même sujet. Donc pour tout ce qui est immatériel, c'est très simple, ça peut très vite être mis en place. Par exemple, dans le domaine artistique, il y a les licences Creative Commons qui permet aux artistes de ne pas rentrer dans le modèle droit d'auteur, SACEM, machin, tout ce délire-là. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Martin. Les gens ici m'appellent Maître Dong. Je suis le fondateur de ce lieu qui s'appelle l'Holorhythmie. J'ai voulu créer ce centre pour vous, pour nous, pour moi. Je suis issu de l'agroalimentaire et en 1988, lors d'un reportage sur l'Inde, j'ai eu la révélation, à savoir, je pouvais moi aussi faire du commerce, mais du commerce à dimension spirituelle. On a parlé du commerce équitable, j'ai inventé le commerce spirituable. C'est-à-dire le commerce spirituable, c'est amener de l'harmonie
c'est amener une connexion directement entre le dollar, le CAC 40 et l'univers, n'est-ce pas? C'est amener une biorhythmie interstellaire au niveau des différents points du chakra entre la dévaluation de l'euro, l'inflation du yen et l'orbite de Neptune croisant la maison des Astrides. Ça paraît compliqué comme ça, mais à partir d'une petite brochure éditée sur Internet que nous vendons, que nous donnons presque pour 627 €, nous le donnons, c'est une brochure d'une page format A4, vous aurez un peu toutes les explications de ce que nous faisons à notre centre. Alors, je tiens à préciser que ce centre est un centre d'hébergement, vous pouvez venir avec votre petite famille, il vous en coûtera la somme de 6 927 € la nuit, et la troisième nuit est offerte, du moins la TVA. Pour les repas, vous amenez vos repas, ils sont tirés du sac, comme on dit. Qu'est-ce que la lolographie? La lolographie, c'est une technique ancestrale visant à renouer ces liens internes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Exemple. Voilà. Donc, je peux vous apprendre, mais bon, là j'ai délégué auprès de quelques professeurs que je paye pour ça. Donc, ces techniques de revitalisation de soi, et ma foi, c'est quelque chose qui rapporte, car j'apprends, on me dit que dans chaque ville se créent chaque année de nouveaux cercles de l'holographistes. Aujourd'hui, dans les villes stressantes, dans les villes si polluées, dans les villes où il fait si mal vivre, les gens sont en perte d'identité. Envoyez-nous un chèque, on vous dira qui vous êtes. On vit dans un monde surinformé, et ce monde surinformé qui traite l'information comme une marchandise est un monde qui pas seulement ne provoque pas la réaction des gens, l'indignation ou l'engagement des gens, mais au contraire plonge les gens dans une sorte de mélancolie impuissante totale. Pourquoi? Parce que on se rend compte, l'histoire nous apprend quand même, qu'il ne suffit pas pour quelqu'un d'être informé pour réagir. Les moyens de connaissance, les gens vont les trouver en les cherchant. C'est pour ça que les moyens, les médias alternatifs, les informations marginales, minoritaires, mais intensives, sont très importantes. Parce que ce qui désire va les trouver. Et il y a vraiment une énorme demande par rapport à ça, d'adresses et de... En fait, les gens, on leur dit la mondialisation c'est pourri, bon, ils font OK. On leur dit agir local, ils font bah ouais, pourquoi pas, mais comment, avec qui, pourquoi, etc. Donc du coup, par exemple, ce qu'on a fait sur le guide sur le Rhône, c'est que dans chaque chapitre, on a mis les enjeux. Par exemple, le pétrole, il n'y en a pratiquement plus à bon marché, donc maintenant, il faut passer au mode doux, au vélo, au transport en commun, etc. Et du coup, c'est vrai que les gens sont très demandeurs de ça parce que dans leur région, déjà, ils la connaissent mal. Et puis, chacun est dans son petit secteur. Par exemple, les gens qui font de l'architecture écologique dans le Limousin ne connaissent pas forcément les gens qui font du HLM et du logement social. Donc, nous, quand on a fait le guide sur le Rhône, on les a confrontés. On les a mis dans une rubrique qui s'appelle « Se loger ». Et du coup, ça oblige les gens qui font du social à se dire « Tiens, si c'est écologique, peut-être que ce sera aussi économique parce que l'isolation sera meilleure. » Du coup, au lieu de payer des factures énormes à EDF, on aura un habitat peut-être bioclimatique. Et puis idéalement aussi social. On a aussi l'objectif d'aider les gens à monter des réseaux, à monter d'autres assos, à voir ce qui existe et puis à s'unir avec eux pour faire des choses en parallèle. Par exemple, le bar de l'autre côté du pont qu'on cite dans le guide sur le Rhône, lui-même il a aidé d'autres bars, d'autres coopératives à se monter avec l'exemple de dire voilà, nous on a réussi à le faire. On a la bière et le café le moins cher de tout Lyon alors que c'est équitable, bio, local et tout. Donc si nous on a réussi, pourquoi pas vous? Nous, on n'a pas de sponsor ou de publicité ou de trucs qui nous empêchent de dire ce qu'on veut. Donc, si on veut critiquer le nucléaire ou tel potentat local, élu, machin, on le fait en disant, voilà, le pouvoir, il est dans vos mains, quoi. Comme disait Coluche,
quand on pense qu'il suffirait qu'on les achète plus pour que ça se vende pas. Donc du coup, voilà, on dit aussi aux gens, vous pouvez moins consommer, vous pouvez consommer autrement en achetant des plus locales, les AMAP, les marchés bio, tout ça. Que ça soit en presse écrite, en télé ou en radio, ce sont toujours les mêmes. Et quand c'est pas les parents, ce sont les enfants. Et c'est cette communauté-là qu'il faut, on va dire, tout simplement, avec la petite boîte, la zapper. Parce que ça, on peut le faire nous-mêmes. Nous, on n'achète pas de trucs qui sont estampillés, vus à la télé, entendus sur les grandes ondes. On est plutôt consommateur du voisin qui fait quelque chose qui est intéressant, qui nous fait bien marrer et qu'on a envie d'aider. On va sur un marché, on va... Voilà. C'est plutôt ça. La plus grosse communauté, c'est quand même la secte dirigeante. Parce que c'est une secte qui se reproduit entre elles. Et franchement... vive la consanguinité, parce qu'au bout d'un moment, à force de faire des idiots qui nous gavent, bon là je vais devenir un petit peu cynique, mais c'est même pas cynique, c'est bon, voilà quoi. Je crois qu'on a tous compris qu'au bout d'un moment, ils tirent leur dernière cartouche. L'un des slogans qu'on reprend des objectifs et objecteurs de croissance, c'est plus de liens et moins de biens. Plus de liens sociaux, moins de biens commerciaux, parce que voilà, donc du coup, dans les adresses alternatives qu'on recense, le mot alternatif doit toujours être lié à ça. Ça doit vraiment être quelque chose de... faut qu'il y ait du cœur, quoi. Faut pas juste des gens qui soient là avec leur tiroir caisse. Le bio, c'est un business, hop, hop. Enfin, ça, on n'en veut pas. Et dès qu'on en voit, on les retire petit à petit. Il y a vraiment un clin d'œil à l'an 01 et au pas de côté de GB. C'est vraiment clairement de dire, bon, on fait une pause, on se précipite pas, on n'est pas dans l'urgence dictatoriale. Ah, il y a urgence, donc il faut vite nommer un gourou pour gérer tout ça à notre place. On est plus là pour dire, ouais, on fait un pas de côté, on réfléchit, et c'est pas triste parce qu'on préfère la joie et la convivialité plutôt que les mots d'ordre, les moralistes et les injures. L'école est l'agence de publicité qui nous fait croire que nous avons besoin de la société telle qu'elle est. Une école où la vie s'ennuie enseigne la barbarie. Nous, vraiment, on a vraiment envie de faire autrement dans ce milieu-là, qui est un milieu où l'enfant ne fait que passer, l'école. Et après, mais en même temps, en respectant et en comprenant que l'enfant, il a envie de faire partie de la société dans laquelle il est né. Donc, en espérant aussi qu'il va devenir une force de proposition et qu'il ne va pas subir la société, mais qu'il va pouvoir, lui, être un acteur pour transformer des choses et apporter ce qui lui convient vraiment. C'est pour ça qu'on travaille vraiment sur l'individu, pour que l'enfant soit vraiment, et le jeune, soit vraiment connecté à ce qu'il est en profondeur et pas seulement se conformer ou trouver une identité à l'extérieur de lui. En arrivant, leur premier travail, c'est de nourrir les animaux. Certains font du pain, d'autres font du fromage, traient les chèvres, et puis nourrissent tous les animaux. Certains passent au jardin pour arroser leurs plantes. Et puis ensuite, ils rentrent en classe. Et dans la classe, il y a aussi un fonctionnement un peu différent, puisqu'il n'y a pas le maître qui détient le savoir et qui fait face à des élèves passifs. Mais c'est ce qu'on appelle la maison des enfants, donc c'est vraiment un espace où les enfants évoluent librement. Dans cette société de consommation, il y a énormément de gestes au quotidien qui sont faits sans conscience, simplement parce que c'est un mécanisme et que l'on est pris dans une logique, dans une société. Et c'est tellement dur de prendre du recul et de prendre conscience de tout ce qui se joue derrière. Donc là, on va travailler sur ces questions-là. On va travailler aussi sur voir le dessous des choses. D'où vient un objet, comment il a été produit, qu'est-ce que ça induit d'utiliser ces objets-là. Et puis, développer des compétences pour l'autonomie. Donc, les enfants ici savent déjà produire leur nourriture, en partie. En tout cas, ils ont abordé ce travail-là. Ils savent aussi, ils abordent la poterie, le tissage, la couture, autant de choses qui vont leur permettre de s'affranchir petit à petit d'une société de consommation dont, pour beaucoup, nous sommes complètement dépendants aujourd'hui. Au niveau de la ferme des enfants, nous développons des ateliers qui vont permettre aux enfants et aux jeunes, parce qu'il y a un projet collège maintenant
sur l'école, oui, d'être de plus en plus compétent pour l'autonomie. Et dans le respect, bien sûr, de l'environnement, de la nature, et dans la gestion aussi, parce que nous avons des ressources autour de nous, mais encore faut-il savoir les gérer, et même les alimenter pour qu'elles soient encore plus généreuses. Le hameau des Buis est un prolongement de l'école qui a été fondée ici, parce que ça va être le nouveau berceau de l'école, en fait. Et c'est tout un village. C'est tout un village qui est organisé autour de l'application écologique, justement, et de l'application de la décroissance, puisque on construit des bâtiments écologiques avec des matériaux naturels autant que possible, parce qu'il va y avoir de la récupération des eaux pluviales, parce qu'on va utiliser l'énergie solaire pour se chauffer, des bâtiments qui n'ont presque pas besoin de chauffage, parce qu'on va essayer de se nourrir avec la terre du lieu, parce que sur le plan de la relation, il y a un gros travail qui se fait pour justement aller voir quelles sont les conséquences de ce que j'ai en moi sur mes comportements, sur ma relation aux autres et ma relation à la nature. Donc il y a tout un travail collectif qui se fait là. Et là, pour moi, c'est vraiment la décroissance mise en acte. C'est vraiment aller vers ce lâcher-prise qui est nécessaire pour transformer les choses. Et j'en fais l'expérience, hein, comme tous les partenaires de ce projet. Et ça m'enchante vraiment. Chaque chose au monde porte en elle sa réponse. Ce qui prend du temps, ce sont les questions. Pour rendre compte de la réalité, la seule raison ne suffit pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut entrer dans une déraison ou dans une irrationalité, pas du tout. Mais il faut placer la raison là où elle doit être placée et de ne pas tenir toute la place, un peu comme on le dit par rapport à l'économie, qui a pris toute la place dans nos vies, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ça ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons les uns et les autres quotidiennement. Comment se fait-il que je prends une petite graine silencieuse, qui ne dit rien, qui est toute petite, qu'on voit à peine, je la mets dans la terre et elle va déployer ce programme extraordinaire d'intelligence et
et ça va pousser, et ça va rentrer dans l'harmonie générale. Donc pour moi, c'est ça la spiritualité. Pour la plupart des gens, dès qu'on dit spiritualité, c'est ça, c'est la religion, et c'est pas bon. Or, la spiritualité, c'est beaucoup plus vaste, c'est la notion de sens, la notion d'esprit de manière globale, et du rapport à soi-même et aux autres. Seule une conversion anthropologique peut nous aider à en sortir, mais c'est monstrueux ce que je dis, parce que qu'est-ce que ça signifie, cette conversion anthropologique? Qu'est-ce que c'est qu'une conversion? Alors, on a l'habitude d'employer le mot conversion en termes théologiques, etc. C'est pas de ça dont je parle. Je parle d'un retournement, d'une espèce de retournement sur soi. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ben, ça signifie d'abord d'interroger les croyances sur lesquelles toute notre existence est fondée, nous en Occident, nous enrichis de la partie du monde la plus prédatrice, d'interroger de comment on en est arrivé là. Maturation, où il s'agit d'aller de l'être extérieur vers l'homme intérieur, aller vers qui suis-je au fond, parce qu'on est face à tout cet extérieur qu'on a été dans le paraître, dans lequel on a été, toutes ces identifications, et on réalise que ça ne tient plus debout. Mais qui suis-je là-dedans encore? Quand bien même la terre serait illimitée, nous serions contre la religion de la croissance, parce qu'elle détruit l'humain en nous, parce qu'elle détruit la communauté humaine. Ce qu'il faut de saleté pour faire une fleur. L'humus, il y a une symbolique formidable, c'est que humus, humilité, humanité, humidité, humilité, c'est la même chose, la même étymologie. Et donc, c'est le fait de prendre des déchets, de les transformer par presque une voie alchimique de la transformation, et vous obtenez une matière qui est la matière qui redonne la vie. Donc, mais qui redonne la vie, mais à partir du déchet, à partir du fumier. Donc il faut accepter de transformer les choses. Le fumier, on le transforme. Et transformer aussi le fumier intérieur. On a tous quelque chose à donner. Ça, c'est justement le contrepoids de avoir, hein, à moi, à moi, à moi. L'ego, c'est ça, à moi, à moi, à moi. Hein, il pense qu'à ça. Même c'est ma femme, c'est mon enfant. C'est cette possessivité malsaine qui va devenir difficile en fin de vie d'ailleurs. Et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se tourne dans le don de soi. Transcendance sans transcendance, de transcendance sans religion, sans croyance, etc. Et pour moi, c'est évident. Et la pratique que j'ai de l'art et de la poésie me dit que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que c'est là, dans ce rapport vertical au monde, rapport propre à la poésie et à l'art, que se situe un des leviers de cette conversion anthropologique dont on parlait. C'est-à-dire que si les individus étaient capables, en eux-mêmes, chacun et avec d'autres, de se laisser faire, parce que ce n'est pas une volonté, c'est l'inverse d'une volonté, ce n'est pas un vouloir, c'est au contraire un non-vouloir, entrer dans cette dimension-là, je pense que la transformation du monde serait envisageable. Et je sais, chaque fois, par exemple, quand je donne, quand j'aide sur la route, il y a une personne âgée qui doit traverser et que je vois elle a de la peine, elle ne voit pas très bien si c'est rouge ou vert. Le fait de dire je peux vous aider, je vous aide à traverser, ça me rend heureuse. Mais heureuse. Alors c'est rien. C'est un bonheur d'un tout petit don, un bonheur gratuit. Parce que tous les autres bonheurs, hein, quand on s'est acheté le dernier iPod et encore d'autres inventions, eh bien on est heureux un petit moment d'avoir su le faire utiliser. Après, personne n'intérêt. Oui, bonheur et joie là sont ensemble. Oui, c'est du même ordre. En fait, c'est quelque chose de très profond et je dirais même c'est une joie sans raison. Parce qu'à la limite, c'était rien de ce petit geste. L'autre n'a même pas besoin de dire merci. Ça me rend heureux. J'entends passer le vent et je trouve que rien que pour entendre passer le vent, il vaut la peine d'être né.
Quelque part, il s'agit de savoir comment avoir des nouvelles de la multiplicité que nous sommes. Et qui a des nouvelles de sa multiplicité a des nouvelles du monde. Parce que nous sommes, effectivement, dans une sorte d'illusion idéologique à chaque fois que nous croyons qu'on s'identifie avec notre ego. Le but ultime, finalement, de toute cette activité économique, c'est la joie de vivre, c'est-à-dire la jouissance de la vie. Cette jouissance de la vie n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'éminemment intuitif, qu'on ressent. Aujourd'hui, il faut que la culture, c'est une industrie. Il faut que ça rapporte. Un tableau n'a de valeur que s'il coûte. Le cinéma, c'est une industrie. Les fleurs, c'est une industrie. Eh bien non. Je crois qu'on ne pourra pas s'en sortir si on ne réintroduit pas la sensibilité à l'intérieur de la pensée. C'est la manière dont on appréhende les choses, comment on se place en relation avec tout ce qui existe autour de nous. Est-ce qu'on le vit avec son cœur ou est-ce qu'on le vit dans la distance ? Du coup, les relations que tu proposes, elles sont plutôt sympas. Plutôt, ça se passe plutôt mieux. Et puis, c'est une espèce de boule de neige qui fait que je pense qu'effectivement, on ferait mieux de s'occuper de nous. De réfléchir au poids de la famille, au poids de plein de choses qu'on fait, à la relation qu'on a au monde du travail, la relation qu'on a à l'argent, tout ça. Et tout ça, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes géniales vers d'autres façons de faire et qui seront absolument pas tristes, absolument pas réductrices du mode de vie. Les gens, vu la facilité avec laquelle on couvre nos besoins primaires actuellement de base, et vu la puissance de la coopération, de la mutualisation, on peut faire des trucs géants. L'argent peut vous donner tous les plaisirs, mais il ne vous donnera jamais la joie. La joie, ça ne s'achète pas. Donc ce qui veut dire que courir après de la matière, accumuler de la matière, c'est peut-être parce que nous recherchons ce bien suprême qu'on appelle la joie. Et quand vous avez la joie en vous, vous savez, il n'y a pas plus grand bonheur et plus grande beauté et sensation, de légèreté que quand on a la joie en soi. Et quand on a cette joie, elle est extraordinaire. Et tout vous paraît banal autour de vous, peu importe si le repas n'est pas tout à fait, peu importe. Ça banalise. Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de quelque chose, mais ça rend les choses presque secondaires. Seulement, le problème, c'est que vous pouvez être archi-milliardaire, vous achetez des yachts, des avions privés, mais la joie, ça ne s'achète pas.
une montre, un agenda, un petit ordinateur, un nouveau meuble Ikea, un petit tour chez le coiffeur, du gel qui colle les cheveux, les fait changer de couleur, un papier peint tout bleu pour mettre la bonne humeur. Des tennis, des polos, et dessus un petit croco, un chat en porcelaine, un nouveau porte-manteau, un Scrabble, un jeu de carry, un bâton puis un jeu de poker, un nouveau parapluie, du Doliprane, Alka-Seltzer. T'en veux, t'en as besoin, même si t'es à découvert. N'attends pas demain, y a des promos d'enfer. Allez hop, un petit crédit, souris à la caissière. Vas-y, ça va passer avec cette petite bière. Et puis pour enregistrer la musicologie, ils ont même inventé des cartes son de folie qui tous les 2 ans perdent la moitié de leur valeur. Un peu comme ta télé, ta voiture, ton ordinateur, ton home cinéma, ton autoradio, ta petite caméra, ton appareil photo. Depuis que t'es tout petit, on fout au fond de la caboche. Une vie sans les gros sous et sans tout ça.